Quand je me suis lancé, je pensais que j'étais en retard. Tu sais, j'étais là, ouais, mais il y a déjà David Laroche qui parle de développement personnel. Moi, si je parle de ça, ça va faire doublon. Le mois où j'ai le plus gagné, c'était octobre 2022, où là, j'ai fait plus de 110 000 euros de profit. Tu vois, aujourd'hui, quand je regarde les nouveaux YouTubeurs, là, les jeunes de la génération Z qui se lancent, putain, mais moi, jamais je les concurrencerai sur leur terrain, ils sont trop forts. L'idée, c'est de te transformer en protagoniste de série, mais être la série que les gens vont vouloir choisir. À la fin, tout le monde sera créateur de contenu. Alors juste avant de commencer le podcast, si vous voulez être la personne la mieux informée de la pièce en business et tech, on a une newsletter totalement gratuite qui vous envoie en 3 minutes par jour les 5 actus que vous devez absolument connaître pour avoir un coup d'avance et prendre les meilleures décisions. C'est moi personnellement qui la rédige tous les jours. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs, CEO, cadres sup et futurs décideurs qui la lisent tous les jours. Voilà, vous allez adorer, c'est gratuit encore une fois, c'est le premier lien dans la description. Emilio Abril, bonjour. On est hyper content de t'inviter aujourd'hui avec Alex parce que, comme on se l'est dit en off, on te suit tous les deux depuis quelques années. Tu as même eu l'opportunité, ou plutôt Alexandre a eu l'opportunité de te rencontrer en 2017. J'aimerais bien, alors ça va être un podcast assez dense. On va beaucoup parler de toi, de ton aventure en tant que créateur de contenu, de tes sources de revenus, de tes chiffres. Des stratégies que tu as essayé de mettre en place, de comment tu t'es aussi organisé dans les coulisses, comment concrètement en tant que créateur de contenu ça fonctionne, ça marche. Et puis après, j'aimerais bien faire tout un volet sur l'industrie de la création de contenu, l'industrie aussi, pourquoi pas du dev perso, comprendre si, on en parlait encore hier avec Alex, si aujourd'hui il y aurait des niches dans la création de contenu qui sont sous-valorisées aujourd'hui par le marché, sur lesquelles ça pourrait être pertinent pour les personnes qui nous écoutent de se lancer. Et puis, on va aussi faire tout un point assez important sur la monétisation des créateurs, parce que aujourd'hui, il y a à peu près plus de 200 millions de créateurs dans le monde. Pour un marché qui est évalué à plus de 120 milliards de dollars, et certaines personnes estiment qu'en 2030, le marché serait évalué à plus de 500 milliards de dollars. Donc, potentiellement, si je caricature un peu, peut-être un x5 aussi sur le volume des créateurs de contenu. Donc, on pourrait peut-être monter jusqu'à 1 milliard de créateurs de contenu je les bêtises. Aussi, s'il y a 1 milliard de créateurs de contenu à peu près dans le monde. Et donc, comment on va réussir, comment la valeur va se répartir autour avec tous ces créateurs-là, que ce soit au travers de l'infoproduit, avec pourquoi pas le SaaS que tu développes, j'aimerais bien qu'on puisse en parler aussi, pourquoi pas la sponsorisation, ou alors d'autres types de monétisation, comme on peut le voir aux États-Unis, avec la création d'un écosystème complet, des applications mobiles, des médias, du physique, etc., etc. Voilà pour le programme du jour. J'aimerais bien que tu commences par expliquer qui tu es, ce que tu fais, et peut-être nous faire la chronologie de ta croissance jusqu'à aujourd'hui, en nous expliquant étape par étape, eh bien, en 2017, nombre d'abonnés, chiffre d'affaires, industrie, histoire qu'on puisse avoir vraiment un aperçu de qui tu es et de ton développement. Ouais, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Salut à tous, content d'être là. Et donc, moi, je m'appelle Emilio, j'ai 30 ans depuis quelques semaines. Donc là, j'attaque une nouvelle décennie. Ça fait longtemps que je suis sur Internet. Je suis un peu un vieux, parce que sur Internet, le temps est vraiment accéléré. Donc, moi, je suis là depuis 9 ans. Quand j'ai commencé en 2016, tu vois, j'ai lancé une chaîne YouTube. Moi, j'étais un étudiant, voilà, normal. Je voulais juste faire quelque chose d'intéressant dans ma vie qui me donne un sens parce que je m'ennuyais dans mes études. J'ai vu qu'il y avait cette opportunité-là de gagner sa vie avec une chaîne YouTube en vendant des formations, pas en faisant beaucoup d'audience avec la monétisation des vidéos, mais avec le côté infoprenariat. Et c'était vraiment le tout début. Tu vois, c'était encore l'époque où tu te faisais insulter d'escroc si tu osais sortir une formation. Donc, les mentalités étaient très différentes. Mais je me suis quand même lancé à ce moment-là et ça a été clairement la meilleure décision de ma vie. J'ai pas réussi à gagner beaucoup dès le début, hein. Les 2 premières années, j'étais un peu un smicard du web, je vivotais, mais au moins j'étais libre. Je gagnais ma vie modestement avec ma chaîne YouTube. Je me baladais en Asie, je suis allé m'expatrier après en Thaïlande. J'ai beaucoup voyagé, j'ai voyagé dans 23 pays. Et pour moi, j'ai trouvé ça génial, quoi. J'étais incroyablement content de pouvoir vivre d'Internet et avoir cette liberté, donc temporelle, géographique, financière. Au bout d'un moment, j'ai commencé, comme j'étais quand même stressé par l'argent les premières années parce que je gagnais pas grand-chose. Et donc, j'ai commencé à me former au marketing, j'ai commencé à m'inspirer d'entrepreneurs que voilà, je suis des coachings, je suis des formations. Et à partir du Covid 2020, là, j'ai commencé vraiment à bien gagner ma vie. Mon business a décollé.
Je lançais des formations, à peu près une par mois, par période. Et voilà, donc après, j'ai commencé à bien gagner ma vie. Je me suis installé en Thaïlande. Et au bout d'un moment, disons, il y a peut-être 2, 3 ans, j'ai commencé à en avoir marre de faire ça. Donc création de contenu, faire des vidéos, parce que bon, j'avais exploré déjà un peu toutes les thématiques dont je parlais, développement personnel, productivité, bien-être, tous ces sujets-là, j'en avais beaucoup parlé. Et donc au bout d'un moment, j'avais envie de faire quelque chose d'autre. Je me disais, je vais quand même pas faire ça toute ma vie. Mais je ne savais pas trop quoi faire. Mais au bout d'un moment, j'ai trouvé une solution, c'est que je me suis associé avec un développeur et on a lancé une plateforme, un SaaS qui s'appelle Tiny Pages et qui s'adresse justement aux créateurs de contenu, aux formateurs, aux coachs, donc à tous ces jobs du web, tous ces entrepreneurs du web, mais qui veulent monétiser leurs connaissances sans la barrière technique, sans devoir se taper des outils compliqués avec beaucoup de friction où c'est pénible à utiliser. Moi, je voulais vraiment quelque chose de simple, de rapide. Et pendant en fait toutes mes années à vendre des formations, à créer du contenu, à envoyer des mails, etc., newsletters, j'ai un peu tout testé, mais j'ai jamais vraiment trouvé un outil dont j'étais pleinement satisfait. Donc, tout d'un moment, je me suis dit, bah tiens, je vais créer le mien. Et voilà, là, on est à peu près 8 mois après le début du MVP. On se fait 2 mois qu'on a lancé. Et voilà, on construit petit à petit, on a des utilisateurs, ils sont contents, on avance, là, ça se passe bien. Voilà en gros le paysage. Est-ce qu'on peut juste revenir sur l'avant Covid, le pendant Covid et après Covid, juste sur la période création de contenu, infoproduit, en termes de chiffres, juste pour bien comprendre les différentes étapes par lesquelles tu es passé? Ok, donc là tu veux vraiment du chiffre, tu veux que je balance, ok. Exact. Nourris la foule. Allez. Donc les 2 premières années, mes sources de revenus, c'était surtout la YouTube Money. C'était pas grand-chose, hein, peut-être 1000 balles par mois, et quelques petites ventes de formation par-ci par-là, parce que j'avais lancé quelques produits. Bon, il n'y avait aucune stratégie derrière, j'avais même pas de liste email. J'avais juste des vidéos YouTube où je parlais du produit et j'ai eu de la chance, l'algorithme les avait bien référencés, ça faisait des vues, donc j'avais des petites ventes à 100 balles de temps en temps. Donc ça, c'était les 2 premières années, je dirais. Et après, j'ai commencé à me former sérieusement, à lancer des nouvelles offres plus structurées, qui correspondaient mieux à ce que les gens voulaient. J'ai mieux compris aussi ce qu'attendait mon audience. Et donc, voilà, j'ai commencé à gagner 3000, 5000. La première fois que j'ai gagné 10 000 € par mois, c'était décembre 2018. Acheté comme un fou. Et à partir donc de 2020, voilà, j'ai commencé à faire des mois à 15 000, 30 000, jusqu'à 50 000 € par mois plusieurs fois. Le mois où j'ai le plus gagné, c'était octobre 2022, où là, j'ai fait plus de 110 000 € de profit sur un gros lancement, plus mes tunnels de vente qui rapportaient en automatique sur des formations que j'avais déjà lancées, plus de l'affiliation. Donc voilà, plusieurs sources de revenus comme ça, mises bout à bout, qui ont généré ce chiffre-là. Après, voilà, évidemment, c'est en dents de scie. C'est pas parce que j'ai fait une fois plus de 100 000 € que c'est tout le temps comme ça. Après, c'est retombé. Au bout d'un moment aussi, j'en ai eu marre, donc forcément, j'étais moins investi. Et voilà, au bout d'un moment aussi, je me suis dit, il est temps d'aller chercher un business model un peu plus ambitieux. Parce que quand tu vends de la formation, quand tu fais du contenu, disons, il y a toujours une limite. Tu peux pas créer un business que tu vas pouvoir revendre à, je sais pas, 10 millions, 20 millions. C'est quand même compliqué, c'est très lié à ta personne. Donc au bout d'un moment, si tu veux, disons, créer un business qui te dépasse toi, beaucoup plus gros que toi, il va falloir aller chercher des stratégies différentes, tester dans des nouveaux marchés, que simplement vendre des formations toute ta vie. Voilà, donc aujourd'hui, je continue à faire ça parce que je suis toujours dans cette industrie. Mon outil, mon SaaS Tiny Pages, sert les créateurs, justement. Donc moi-même, je veux l'utiliser, je veux être, disons, le capitaine du navire. Et voilà, mais en tout cas, j'ai ces deux parties aujourd'hui, le SaaS qu'on est en train de développer, mais c'est un projet vraiment très long terme, et infoproduit que je continue de faire, mais d'une manière différente. Aujourd'hui, je le fais vraiment avec une approche minimaliste. J'ai pas envie de me prendre la tête, parce que pendant toutes ces années où je faisais des chiffres plutôt sympas, je me prenais aussi beaucoup la tête. J'ai eu des périodes où je travaillais 70 heures par semaine, et surtout, je me prenais la tête pour des broutilles, pour des choses qui n'étaient pas du tout Pareto. Par exemple, je pouvais passer tout un week-end pour refaire ma page de vente, mais pour optimiser tout au moindre pixel, alors qu'en fait, c'était pas ça qui vendait. C'était pas ça l'important, mais en fait, je me suis perdu dans des détails. Et aujourd'hui, bah, je prends conscience de ça, j'ai 30 ans, et je veux repartir sur de bonnes bases. Et c'est pour ça que mon concept aujourd'hui, c'est business minimaliste.
c'est créer un business vraiment ridiculement simple, en se concentrant uniquement sur l'essentiel. Donc pour gagner plus en travaillant moins et du coup mieux profiter de la vie. Parce qu'on fait aussi ce job de créateur parce que on veut être libre et on veut pas être enchaîné à son business. Donc voilà. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire sur sur les créateurs de contenu et les business minimalistes. Bon, il y a de plus en plus de créateurs, mais concrètement, ça veut dire quoi être créateur de contenu? Concrètement, c'est quoi le métier de créateur de contenu? C'est quoi le quotidien d'un créateur de contenu? Sur quoi est-ce qu'un créateur de contenu devrait se focus? Euh, j'ai envie de comprendre et j'ai envie que tu partages un peu les backstage. Concrètement, toi, le matin, tu fais de la rédaction, l'après-midi, tu tournes, tu publies une vidéo toutes les semaines. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu en es venu à cette idée de monétisation via Infoproduit? Comment est-ce que tu as réparti ton temps? Est-ce que tu peux rentrer dans les détails de tout ça? Ouais. Déjà, tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de créateur économie, tout ça. Moi, je trouve que c'est très flou, très vague. C'est-à-dire qu'un créateur de contenu aujourd'hui, ça veut dire tout et n'importe quoi. Ça peut être une modèle OnlyFans, ça peut être un gamin qui fait du streaming de Mario Kart sur Twitch, ça peut être quelqu'un qui débat de la politique sur Twitter, ça peut être un prof qui met des cours sur YouTube, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, je trouve que c'est un peu un mot fourre-tout. Moi, je me définis pas vraiment comme un créateur parce que je trouve que ça manque de spécificité. Mais plutôt, on peut parler plutôt de formateur. Dans mon cas, donc tu crées des formations, tu vends de la connaissance, tu vends une transformation si tu as plus le côté coach. Euh, Est-ce que tu peux juste me refaire la question spécifique par rapport à ça? Je suis un peu parti dans une parenthèse, mais ouais. Ouais, en gros, une personne qui se lance, qui se dit, OK, moi, je vais être créateur de contenu, c'est quoi son métier? Comment est-ce qu'elle va pouvoir visualiser le quotidien d'un créateur, les routines d'un créateur? Voilà, j'aimerais bien pouvoir vraiment arriver à structurer ce qu'est ce métier, concrètement, pour les personnes qui souhaitent se lancer là-dedans. Ok, déjà c'est pas un métier, comme je viens de te dire, ça veut dire tout et n'importe quoi, mais par exemple, si tu es plutôt dans l'optique de vendre ton savoir, là je dirais la base, c'est de résoudre un problème, en fait, si on en revient toujours à ça, c'est quelle est la valeur que tu apportes aux gens, qu'est-ce que tu aides les gens à faire, pourquoi est-ce qu'ils te payent. Après, tu peux structurer ça de la manière dont tu veux, il n'y a pas vraiment de règles, tu peux faire du contenu texte, tu peux faire du contenu vidéo, tu peux te mettre sur la plateforme que tu veux, dans le format que tu veux. Ça, disons, c'est plus secondaire, mais ce qui compte, c'est sur quel marché tu vas te positionner, qui tu vas aider, à faire quoi, comment, quelles sont tes méthodes, en quoi tu es différent des concurrents. Donc, disons, ça, c'est la base de l'entrepreneuriat, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais voilà, après, si tu parles plutôt en termes de ce que tu fais au quotidien, mes journées, comment j'organise, tu veux savoir ma routine matinale, je peux te le dire. Mais voilà, pour moi, c'est surtout ça, se concentrer sur les fondamentaux, c'est-à-dire j'aide qui à faire quoi et pourquoi on me paye, pourquoi on me payerait. Et après, évidemment, tu diffuses ton message, tu utilises la puissance des algorithmes. Aujourd'hui, la différence entre aujourd'hui et il y a 30 ans, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société en réseau. Et il y a 30 ans, je sais pas, il y avait Internet il y a 30 ans? Non, ouais, enfin non, peut-être pas. Pas pour tout le monde en tout cas. Mais il y a 30 ans, je sais pas, tu avais un message, il fallait que tu ailles dans une salle des fêtes de ton village pour parler à des gens. Ça allait pas plus loin que ça. Ou alors, c'était très compliqué. Aujourd'hui, juste tu te filmes avec ton téléphone et potentiellement toute la planète, les gens intéressés en tout cas, peuvent y accéder. Ils parlent la langue, il y a encore la barrière de la langue, mais on pourrait même, dire qu'avec l'IA, peut-être que ça va tomber, qu'on va tous se mélanger parce que les voix pourront être traduites dans toutes les langues en quelques secondes. Mais aujourd'hui, la société en réseau, les gens sont tous interconnectés. Et voilà, si tu as quelque chose d'intéressant à dire et que ça résonne avec un public, tu peux très bien gagner ta vie, tu peux monter un beau business, tu peux faire quelque chose de vraiment intéressant. Mais après, la vraie question, c'est est-ce que ce que tu racontes, c'est vraiment intéressant pour des gens ou est-ce que tu fais que répéter comme un perroquet ce que le coach qui copie Alex Hormozy a déjà dit? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se copie, il y a une espèce d'armée de clones qui répètent tous la même chose. Et donc, je pense que c'est très important d'être original et de trouver sa voie et d'être soi-même aussi dans ce que tu proposes. Et parce que c'est très facile d'être à côté de la plaque et tu vois, de travailler dur, 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 je poste du contenu parce que un tel, le gourou, là, il m'a dit qu'il fallait poster tous les jours. Mais en fait, ce que tu postes, c'est complètement à côté de la plaque. Et tu peux poster 3 ans, 3 fois par jour, ça change rien. Tu vois. Donc, c'est très important que ton message ait quelque chose à apporter à la conversation globale.
Comment, moi j'ai une question, tu l'as dit tout à l'heure, tu es un vieux d'Internet, je me prends tes points. Hein. Comment tu vois l'évolution du, du marché? On s'est rencontrés, comme on s'est dit, il y a quelques années, et à l'époque, j'ai l'impression qu'il y avait en fait très peu de concurrence. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se lançaient. Les plus gros infopreneurs étaient des mecs qui, au final, n'avaient pas ce rang de gourou, tu vois, étaient juste des mecs qui avaient pris une bonne vague à un moment. Je trouve que tu avais moins ça, tu avais plus le côté, c'était quasiment caché, comme tu l'as dit, parce que tu pouvais très vite te faire éclater dans les commentaires, machin. Et YouTube, c'était encore, on va dire, la fin de l'époque où c'était que des créateurs pur jus, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que tu as commencé à peu près à cette période-là. Et j'aimerais bien vu que tu n'es jamais sorti du marché, que tu nous expliques comment le marché il a évolué et selon toi, vers où il va maintenant. Ok. Donc pour moi, il y a vraiment eu plusieurs périodes qu'on peut distinguer à partir d'événements pivots. Déjà, quand moi je me suis lancé, c'était vraiment l'Eldorado. Hein. Et même moi, tu sais, c'est marrant parce que quand je me suis lancé, je pensais que j'étais en retard. Tu sais, j'étais là, ouais, mais il y a déjà David Laroche qui parle de développement personnel. Moi, si je parle de ça, ça va faire doublon. Et vraiment, je me disais ça. C'est très Ouais, dur de. Tu sais, t'as l'impression que ça y est, c'est trop tard, alors qu'en fait, j'étais au tout début de l'exponentiel. Mais bref, là, c'était l'Eldorado. C'était aussi plus compliqué de se lancer parce qu'il y avait moins d'outils. Le chemin était moins balisé, on va dire. Aujourd'hui, tu vois, tout le monde a déjà posté un petit reel sur Instagram, c'est facile. Même d'un point de vue émotionnel, t'as pas la peur de te lancer, de te juger. Moi, quand je me suis lancé, j'osais en parler à personne de ma chaîne YouTube. Je dirais les 3-4 premiers mois, ma plus grande peur, c'était que quelqu'un de ma fac tombe par hasard sur mes vidéos et se foute de ma gueule. Parce que c'était bizarre, tu vois, de faire des vidéos YouTube. Mais mais bref, au moins, tu vois, je suis très content de m'être lancé à cette période-là parce que j'ai pu prendre une place rapidement. Après, voilà, bon, tu as eu aussi toute la vague dropshipping, tout ça. Moi, ça n'a pas trop été mon truc. Mais disons, après, un premier point pivot, ça a été Covid, où là, tout le monde est enfermé chez soi, tout le monde se fait chier, tout le monde est sur Internet. Donc, forcément, bah, il y en a plein qui se lancent aussi sur Internet. La demande explose, bah, il y a une offre pour compenser qui arrive. Et là, on a vraiment vu une grosse augmentation du nombre de créateurs, de la concurrence. On a commencé aussi à avoir des outils de plus en plus sophistiqués. Les montages vidéo, par exemple, se sont largement améliorés. Tu vois, moi, quand je me suis lancé, je faisais des montages tout simples. Et moi, ça n'a jamais été mon truc, tu vois, la forme du contenu. J'ai toujours voulu juste partager mes trucs sans me prendre la tête. Et aujourd'hui, je reviens à ça en mode extrême minimaliste. Mais tu vois, aujourd'hui, quand je regarde les nouveaux YouTubeurs, là, les jeunes de la génération Z qui se lancent, putain, mais moi, jamais je les concurrencerai hein, sur leur terrain. Ils sont trop forts. Ils sont nés limite avec un smartphone entre les mains. Euh, moi, je me sens déjà vieux face à eux, quoi. Donc, il y a une grosse sophistication. Et après, un deuxième, pardon, tournant, je dirais, c'est l'arrivée de ChatGPT, où là, tu sais, pendant longtemps, il y avait un peu ce narratif de si tu veux gagner ta vie sur le web, c'est simple, il faut apporter de la valeur. Donne de la valeur en gratuit et les gens seront reconnaissants, après ils achèteront tes trucs. ouais, Maintenant, ça c'est foutu. Enfin, ChatGPT, il apporte beaucoup mieux la valeur que toi. Tu vois, j'ai une question, je vais pas me faire chier à aller taper sur YouTube. ChatGPT, voilà, réponds-moi vite fait, direct, bam, j'ai la réponse. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est quelque chose de plus. Et ce qui marche, c'est montrer ta personnalité, c'est être un protagoniste. C'est créer un arc narratif autour de ta présence en ligne. Si tu te contentes juste de faire des vidéos, ouais, 10 business qui vont marcher en 2025, tout le monde l'a déjà fait 1000 fois, c'est nul, c'est chiant, ça intéresse personne. Alors que si tu te lances un défi personnel, je sais pas, par exemple, je lance mon SaaS, je vous partage tout, je documente tout. Là, ça crée une tension narrative. Les gens ont envie de savoir, ils te suivent, tu partages ta personnalité, tu montres ce qui se passe. Évidemment, rien ne se passe jamais comme prévu. Donc, il y a toujours des rebondissements. Donc là, c'est comme suivre une série Netflix. C'est pas juste écouter des conseils un peu chiants que tout le monde donne déjà, mais de toute façon, Alex Hormozy, il les donnera déjà beaucoup mieux que toi. Et puis, il y a ChatGPT en plus. Donc voilà. L'idée, c'est d'être authentique, c'est d'être humain, c'est de partager tes objectifs et de dire aux gens, voilà moi où je vais et si ça vous plaît, suivez-moi et moi je vais vous montrer le chemin. Et ça, c'est un positionnement très fort qui est encore sous-exploité, je le pense, aujourd'hui.
Et moi, je mise à fond là-dessus. Ouais, je mise à fond là-dessus. J'arrête de donner de la valeur en gratuit. Déjà, c'est une décision que j'ai prise consciemment. Je ne vais plus faire des vidéos, ouais, 10 techniques pour ça, pour ça, pour ça. Je l'ai fait pendant suffisamment longtemps. Je l'ai fait quand ça a marché. Aujourd'hui, bon, j'ai retenté un peu en ce début d'année, janvier. Là, j'ai fait des vidéos un peu dans ce style. Flop total. Les gens ne veulent plus ça. Aujourd'hui, les gens veulent de la personnalité, ils veulent de l'authenticité, ils veulent une connexion humaine. Et voilà, donc là, je suis en pleine transition dans ma stratégie, justement pour faire ça, pour être plutôt un protagoniste de mon propre parcours entrepreneurial et documenté en cours de route. Ok, très clair. Ouais, super intéressant. J'aimerais bien qu'on revienne sur ça, mais juste avant, moi je vois énormément de créateurs, puisque la création de contenu devient vraiment une mode, qui se lance pour se lancer, point final. C'est-à-dire qu'ils créent du contenu pour créer du contenu, mais sans même réfléchir à la monétisation derrière. Parce que enfin, c'est pas qu'ils ne veulent pas gagner de l'argent avec, c'est que ça ne leur traverse même pas l'idée de dire, mais en fait, avant même de créer du contenu, je vais essayer de réfléchir à une stratégie sur pourquoi est-ce que je crée du contenu, pour quelle cible, comment est-ce que je vais gagner de l'argent avec, etc., etc. Parce que le simple fait de créer du contenu est devenu une tendance, au-delà même finalement du business qu'il y a derrière. Du coup, ma question est la suivante, c'est est-ce que pour une personne qui souhaite se lancer, est-ce que tu conseillerais finalement à toutes les personnes qui souhaitent se lancer de se lancer point final, de parler de leur passion, et puis après, dans un second temps, de réfléchir à, mais en fait, concrètement, comment est-ce que je peux gagner de l'argent derrière? Ou d'avoir un plan beaucoup plus minutieux, de dire, OK, concrètement, je vis cette niche parce que derrière, je veux vendre ce produit, et donc avoir beaucoup plus une approche entrepreneur que créateur. Bah, tout dépend de ce que tu veux. C'est aujourd'hui, tu dis que beaucoup de nouveaux créateurs créent du contenu juste pour créer du contenu. Et ça, pour moi, c'est parce que les réseaux sociaux, c'est la nouvelle société. Maintenant, les gens parlent, échangent sur les réseaux, tu crées du contenu parce que c'est marrant, parce que tu te tapes un délire avec tes potes, tu fais un TikTok, voilà, ça part viral. Mais après, effectivement, tu as plein de créateurs qui n'ont pas du tout cette mentalité d'entrepreneur, qui ont pas, ou alors ils veulent juste, ils sont contents s'ils se font un peu d'argent avec la monétisation. Mais si tu veux vraiment monter un gros business, ouais, clairement, il faut avoir une stratégie. Alors après, tu peux te lancer d'abord et tester des trucs, parce que de toute façon, tu peux pas te lancer avec déjà la stratégie parfaite. La stratégie, elle s'affine au contact de la réalité. Euh, Tu dois procéder par itération. Donc d'abord, tu te lances. Et après, tu réfléchis. Tu réfléchis pendant que tu passes à l'action. Il y a plein de gens qui disent, ouais, je vais me former, et après, quand je me serai bien formé, bah, ça y est, je vais me lancer. Non, non. Il faut se lancer et se former en même temps, les deux en même temps, surtout pas l'un avant l'autre. Donc, ouais, commencez à créer si vous voulez créer. De toute façon, aujourd'hui, c'est sur Internet que ça se passe, quoi que vous fassiez, même si, je sais pas, tu es un boulanger. Je veux dire, aujourd'hui, tu n'as aucun intérêt à ne pas avoir un compte Instagram, à ne pas être référencé sur Google Maps, tu vois, ce genre de choses. Tout est en ligne aujourd'hui. Les gens, ils vont chercher le nom de ta boulangerie en ligne, ils vont regarder les reviews, tout ça. Donc, ouais, rapidement, se lancer, le contenu. Bon, après, ça peut être une distraction selon le type de business, donc ça dépend le profil de chacun. Mais ouais, après, avoir le type de business que tu veux lancer. Ok, ouais. Ok, ok. Moi, je te confirme, on a une maison de vacances dans un petit village dans les Pyrénées. Le boulanger du coin s'est lancé sur Insta Ok? et il a genre, j'ai pas envie de dire de conneries, mais entre 17 et 20 000 abonnés. Ça te revient Et vrai. sa boulangerie qui existe depuis, mais je sais pas, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je sais pas exactement, mais elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps pleine. Je suis sûr Ouais. qu'ils ne citent pas du tout les 20 000 personnes. Il y en a un peu partout. La preuve, moi, je suis abonné et 90% de l'année, j'habite pas là-bas. Mais le mec, du coup, a tout le temps sa boulangerie pleine. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il a fait du trafic dans un endroit où ça paraissait improbable et sur un vrai business de proximité, quoi. Et du coup, quand les gens vont voir si c'est une bonne boulangerie, ils voient qu'il a plein d'abonnés sur Instagram. Donc, en fait, ça rassure. Et donc, les gens, entre cette boulangerie-là et celle qui est Ouais. 500 mètres plus loin, ils vont dans celle-là. Et j'ai appris que maintenant, surtout les générations Z, ils cherchent sur TikTok, comme nous, on cherche sur Google. Et je ne savais pas que ça existait, ça. Mais maintenant, les gens ils utilisent TikTok comme un moteur de recherche pour voir des vidéos, des trucs, des commerces, trouver même un restaurant. Moi, jamais ça m'aurait traversé l'esprit. Mais c'est vrai, c'est marrant de voir comment différentes générations vont interagir avec la technologie.
Mais en tout cas, ouais, c'est clair. Enfin, aujourd'hui, si tu veux lancer un business, quel que soit le type de business, ça se passe en ligne, quoi. T'as aucun intérêt à juste rester en local. Bon, on trouvera toujours des exceptions, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, la société est en réseau. C'est le nouveau paradigme. Le paradigme a complètement changé. Et les gens ont mis un peu de temps à le réaliser. Tu sais, tu as eu toute cette période, tu avais les agences qui étaient là, nous aidons les entreprises à faire leur transition digitale. Maintenant, c'est fini. Tu vois, la transition digitale, c'est il y a 10 ans. Maintenant, si t'es pas en ligne, t'existes pas, en fait. Ou Ah, alors juste dans 2016, ton petit village, mais tu vois ce que je veux dire. en 2016, quand on s'est rencontrés, moi je bossais pour une boîte, c'était un cabinet de consulting qui faisait de la transition numérique, enfin ou digital, je sais plus comment ils appelaient ça. Ouais. Et le truc a cartonné pendant 4 ou 5 ans avant de s'arrêter. Mais pendant 4 ou 5 ans, le truc a vraiment très très bien marché parce qu'en fait, leur cible, c'était des entreprises à l'ancienne qui n'arrivaient pas à se mettre au numérique. Et Ok. donc, ils leur vendaient des prestats, mais beaucoup trop chers pour faire des trucs d'une simplicité sans nom, si tu veux. Genre, ouvrir un compte Facebook une Hmm. journée et poser la stratégie une journée, 2 000 euros, tu vois, enfin, ou 1 500 euros. Des trucs, des trucs aujourd'hui, mais ça semblerait complètement fou furieux. Mais des boîtes de grosse qualité, hein, des boîtes qui font plusieurs millions de CA, qui n'avaient aucune idée de comment passer au numérique, étaient capables de payer, de le faire. Putain. Et en fait, ça s'est arrêté 3-4 ans plus tard, quand les gens se sont rendus compte que, bah, en fait, tu vois, juste avant le Covid, quand ils se sont rendus compte qu'en fait, ils pouvaient faire les trucs eux-mêmes, quoi. Pour la plupart, et pour un millième, j'exagère, mais pour un centième du prix. Tu sais qu'aujourd'hui, tu as encore des grosses boîtes qui font beaucoup d'argent en vendant des prestations de création de sites web à plusieurs milliers d'euros à des boomers qui comprennent rien. Et en fait, en plus, ils leur facturent un mensuel pour la maintenance technique, je sais pas quoi. Mais quand ils pensent, en fait, c'est moi, ça me rend fou ça, parce que d'un côté, je comprends qu'ils veulent que quelqu'un le fasse à leur place, mais il y a un côté quand même rapace, quoi. Aller prendre autant d'argent pour quelque chose d'aussi basique et trivial que de créer un site web. Il y en a qui se gavent comme ça, ouais, encore, hein. Mais après, Ouais, non, tu vois, c'est les générations aussi. Les anciennes générations, bah, elles ont grandi sans la technologie. Pour nous, ça peut paraître c'est facile, mais pour les anciennes générations, il y a eu une vraie friction, quoi. Et d'ailleurs, nous, avec Tiny Pages, ce qu'on fait, c'est aussi notre plateforme plaît beaucoup aux 40, 50 ans, 60 ans qui justement aiment pas trop quand c'est compliqué, ça leur prend beaucoup la tête. Donc ça, j'ai remarqué ça, ouais. ouais, non, mais ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout que ce soit plutôt ça ton démographique. Parce que ouais, moi, je vois plein de mecs qui font faire. Nous, comme je te dis, on est dans l'immobilier, il y a plein de mecs dans les agences et tout ça. Ils font appel encore à des agences pour faire ne serait-ce que leur site web. Et le site web, il peut coûter entre 3 4 000 jusqu'à 10 000 balles, suivant ce qu'ils demandent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je En pense plus, qu'aujourd'hui, j'ai pas la vérification, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a 10 000 balles, en fait, les mecs, ce qu'ils font, c'est un Webflow qui livre en 48 heures et il doit y avoir 80% de marge. ah, mais ils te font des marges de Minimum. cochon, hein. Mais même plus. Attends, non, c'est indécent, c'est indécent. Ouais, c'est clair. Tu voulais dire un truc, Luc? Non, pas trop sur ça. En fait, j'avais vachement cette réflexion aussi de business qui me paraissait adresser les boomers et qui, à mon avis, allait mourir dans les 5-10 prochaines années, que ce soit ça ou même les business de création de logos, par exemple. Jusqu'au jour où, en fait, j'en ai vu de plus en plus des agences, même aujourd'hui, cartonner et même cibler les nouvelles générations. Mais avec des business models un peu différents, des business models sous abonnement, avec des designs qui étaient totalement différents aussi, avec une promesse qui pouvait être un peu différente. Donc en fait, finalement, je ne sais pas si c'est des business qui sont voués à disparaître ou alors si c'est la promesse derrière et l'offre qui risque de diminuer. C'est clair que arriver et dire c'est 10 000 euros le site web et puis basta, on oublie. Mais lorsqu'on regarde un Design Joy qui lui facture 5 ou 10 000 euros pour créer des sites web sous abonnement tous les mois, c'est 5 à 10 000 euros par mois, et que ça continue à cartonner et qu'en plus, ils vendent principalement à des startups et à des boîtes, des grosses boîtes de la tech qui sont hyper au fait des nouvelles technologies. Ouais, en fait, je ne sais pas si ça va vraiment disparaître. Même, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Emilio, mais une personne qui s'appelle Louis Key sur YouTube, je crois, qui lui gère une centaine de micro-freelance sur Fiverr et Upwork et leur vendre et en fait, il est hyper bien positionné en SEO sur la vente de logos et des petits logos.
ces logos à 50, 200, 300 euros. Donc là, ça va pas être des gros logos de grosses boîtes où ils vont essayer de cibler à étiquette, mais plus les plus petites boîtes pour quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros. Et là encore, ça cartonne. Il fait 200, 300 000 euros de marge par mois, alors que ça peut paraître délirant. Avec l'IA, en 2 clics, tu as un truc gratos qui sort. Mais c'est pas GG le pâtissier qui va aller sur Fiverr. Non, je veux dire, à mon avis, c'est vraiment des personnes qui ont à peu près notre âge, qui commandent ce genre de choses. Ok. Ouais, ça marche toujours, c'est sûr. Après, c'est pas forcément les business qui ont le plus le vent en poupe, parce qu'on va vraiment vers plus d'automatisation avec l'IA. Je veux dire, tu as quand même aujourd'hui des industries qui se sont défoncées du jour au lendemain avec une simple mise à jour OpenAI. Hein. Tu vois, là récemment, vous avez testé le générateur d'images, le nouveau, c'est incroyable. Hein. Ouais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, j'ai vraiment eu mal au cœur pour les graphistes. Hein. La crise existentielle. Après, il y en a qui tireront toujours leur épingle du jeu et qui utiliseront AI pour être plus productifs. Mais je pense que c'est plutôt les juniors, tu sais, le bas du marché. Le marché va se faire bouffer par le bas. Tous les graphistes Fiverr, par exemple, aujourd'hui, mais ça existe encore. Moi, je ne suis pas au courant. Mais il y a encore des gens qui vendent des petits logos sur Fiverr comme ça. Mais Emilio, est-ce que tu penses que c'est une vraie question, ça. Et d'ailleurs, Alex aussi. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le métier qui va disparaître? Parce que même si on a réussi à simplifier tout le process, c'est quand même une charge mentale à la fin de la journée. De dire, OK, putain, il faut un thumbnail pour cette vidéo, donc il faut que je pense, même si on le dessine de manière en gribouillant sur le carnet, ça reste une charge mentale, ça reste un peu de temps dédié, ça reste un peu d'itération, etc., etc. Donc, est-ce que finalement, c'est vraiment le métier qui va disparaître ou est-ce que c'est la quantité de designers qui devaient normalement faire ce genre de logo ou ce genre de thumbnail qui vont diminuer? Ouais, je pense que c'est ça. T'en auras beaucoup moins. T'en auras quelques-uns qui. Parce qu'après, ça dépend, parce que c'est pourquoi ton logo, est-ce que c'est pour faire un truc rigolo sur YouTube, tu t'en fous un peu, ou est-ce que c'est pour une boîte du CAC 40, où là, chaque détail est étudié au millimètre. Là, tu veux faire appel au meilleur, parce qu'il y a une mentalité derrière, une réflexion, il y a une expertise. Et l'IA va peut-être faire un truc vite fait, mais forcément, je pense un bon 80% du marché va se faire défoncer, parce que ça dépend en fait pour quel type de profil, mais moi aujourd'hui, si je veux un logo, bah, je vois pas pourquoi j'irais le faire par un graphiste sur Fiverr. La communication, il va falloir faire des échanges, lui faire des feedbacks, des trucs. Il va me demander 200 balles alors que j'ai déjà mon abonnement à 20 balles par mois à ChatGPT. Je fais quelques itérations. Honnêtement, hein, en 15 minutes, j'ai un truc déjà très propre. Ouais, vas-y. Juste pour répondre à tes questions, en fait, et pour rebondir sur ce que vient de dire Emilio, moi je suis d'accord avec toi, je pense que c'est plus une question. Déjà, il va y avoir comme d'habitude une espèce de Pareto, genre oui, le top 20%, ou même peut-être le top 1 ou 2 ou 3% va pas être attaqué pour plein de raisons, mais ça c'est un autre sujet habituel. Mais surtout, moi je pense que ça va être réduit à une question de praticité et de charge mentale. Ça va même plus être une question de prix. Pour une boîte, j'entends. Pour une startup, par exemple, elle peut se permettre de payer 200 balles son logo, c'est pas un sujet. Moi, je me rappelle d'une époque où j'ai payé des logos et des packs communication à 10 000 euros, 12 000 euros, tu vois, ce genre de bail. Et attends, c'était quelle date? On était sur du 2018, 2020? C'était quand? On est sur une date de 2018, je crois qu'on en a déjà parlé dans le podcast. Ouais. On lève des fonds, 2018. Les investisseurs nous expliquent que le logo qu'on a fait faire par une amie, qu'on avait dû payer 100 balles, n'est pas assez professionnel, il faut faire un autre logo. Donc, ils nous collent une agence de grande qualité, et c'est vrai que les mecs étaient des très bons professionnels. On a quand même payé 10 000 euros pour 12 000 euros, pour être très très précis, 12 000 euros pour un logo, une charte graphique, un choix de couleurs entre guillemets définitif, une police et quelques designs, tu vois, de fonds à mettre sur le site, quelques designs de, tu vois, nous c'est dans l'immobilier, donc des designs de building, tu vois, pour habiller le site, habiller les communications, habiller les PowerPoint, habiller tout ce que tu veux. Et en fait, le truc était super bien fait. C'est pas un débat, il y a zéro sujet. Mais ça coûte aujourd'hui, pour le même résultat, peut-être que tu peux le faire soit gratuitement avec de l'IA, à quelque chose près,
soit allez, tu prends un consultant qui manie bien l'IA et qui est un peu créatif pour retoucher le dernier truc, et le total de l'opération, c'est 1000 balles. En fait, je suis pas d'accord. Vraiment, j'aurais été d'accord avec toi il y a quelques années. Mais là, Ouais. je vais vous envoyer un site qui s'appelle John Hampton. Je le mettrai en description. Et en fait, je me rends Ouais. vraiment compte que lorsque tu passes à un certain stade, après, ça dépend, puisque toi, tu cibles quand même, ta cible, Alex, c'est quand même, elle est quand même assez limitée. C'est des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui veulent déployer. Donc, et ça va pas forcément être un jeu de, tu as besoin d'avoir du trafic sur ton site, un jeu B2B, B2C où tu vas finalement parler directement au CEO aux questions. Non, Mais moi, mon seul sujet, c'est il faut que ce soit propre. ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et John Hampton, le créateur, c'est Sam Parr. Sam Parr, c'est le créateur de The Hustle, qui a vendu à HubSpot pour 25 millions, un truc comme ça. Et il a fait un super post il y a 1 an sur Twitter où il expliquait concrètement pourquoi, pour la première fois de sa vie, il a fait appel à une agence de design pour imaginer la charte graphique de son réseau qui s'appelle Hampton. Et il a dû payer entre 50 000 $ et 100 000 $ pour son site, la charte graphique, l'âme que cela dégage. Et au contraire, en fait, je pense que lorsque tu passes à un certain niveau, tu comprends que finalement le branding, ce que ta boîte dégage est en fait hyper importante, notamment lorsque c'est du haut de gamme, comme ce que lui il veut faire. Donc lui, en gros, c'est un mastermind à 10 000 balles par an, avec un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec le sanctuaire, mais en plus haut de gamme, quoi. Et, il l'a bien affiché dans son poste en disant, mais il y a quelques années, ça m'aurait paru délirant de faire appel à ça. Et là, aucun regret, ils ont fait un truc hyper carré, hyper quali. Il y a vraiment un sentiment de luxe qui se dégage de ça. Et surtout à l'époque de l'IA, surtout à l'ère de l'IA, je pense qu'en fait, le design va avoir encore plus d'importance. C'est l'âme d'une boîte, que ce soit d'ailleurs un créateur, pour revenir au sujet, ou alors, et d'ailleurs, tu le disais vachement bien tout à l'heure, Emilio, avec l'arc narratif, avec ce qu'on va essayer de créer, l'âme autour du contenu du créateur, ou alors pour une boîte directement, ça va être capital. À une époque où tout tend à s'uniformiser, où finalement les nouvelles idées vont avoir de plus en plus de valeur, un design unique, une âme unique, à mon avis, ça va avoir de plus en plus de valeur. Et donc, je pense que les designers très haut de gamme, très créatifs, même s'ils vont être appuyés par l'IA, vont super performer par rapport à aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires. Mais en fait, ça revient, je te laisse parler après, Emilio, mais ça revient au point de dire les 5% ou les 10%, je ne sais pas à combien il faut les pricer, entre guillemets, mais les 10% du top vont, en effet, ça je suis d'accord avec toi, ça enlève rien à l'argument, que les 10% du top vont continuer d'exploser, voire même vont être plus chers parce qu'en fait, ils seront beaucoup moins nombreux, si tu veux, et donc beaucoup plus demandés, et tu vois. Pour moi, le problème, il se passe sur le bottom. Enfin, moi, clairement, et surtout d'autant plus à l'époque, on était clairement le bottom 80%, si tu veux. On faisait clairement pas partie du top 10 ou 20% qui avait besoin de ça. Et on n'a pas fait appel, même si les mecs étaient très talentueux, on n'a pas fait appel à une agence top 10%. On a fait appel à une agence de qualité, mais locale, tu vois. Je suis d'accord avec ton argument sur. En fait, pour moi, c'est toujours. Et l'IA de manière générale, et je crois qu'on en avait parlé dans un autre podcast, mais l'IA de manière générale va exacerber entre guillemets, les extrêmes. C'est-à-dire que ce que Tugan appelait l'extrême relation va devenir extrêmement cher et valuable, et tu vas pouvoir pricer du high ticket comme jamais. Mais tout le reste, par exemple, moi, pour une startup qui commençait, je pense qu'aucun fondateur aujourd'hui ne ferait le choix, s'il est rationnel, de mettre 12 000 € sur la table. Il fait un design transitoire à 200 balles, il investit le reste en croissance, machin, et le jour éventuellement où il est au top du top et il est devenu cash flow positif, machin, là, il met son ticket de 10, 15, 20 000, 100 000, 50 000, je sais pas, pour vraiment passer le niveau du dessus. Mais aujourd'hui, je ne vois pas un founder rationnel faire ça. Sauf si, dans certains cas de figure, et ça je suis d'accord avec toi, où le but même de la boîte, c'est une question de branding, de design ou de luxe, ou tu vois ce genre de truc. Auquel cas là, il peut y avoir un sous-cas que j'entends. Mais un SaaS pour le 14e SaaS CRM pour trier les patates, si tu veux, je vois pas pourquoi il s'emmerderait à faire ça. Emilio?
Je suis d'accord avec Alex, hein. C'est ce côté branding raffiné, etc. C'est peut-être utile si c'était un parti politique, si c'était une grosse boîte du CAC 40, encore une fois, mais si tu veux, quand tu lances, je sais pas, une start-up ou un petit business en ligne ou peu importe, ce qui compte, c'est le problème que tu résous. Est-ce que tu aides les gens à faire quelque chose? Est-ce que c'est pour ça qu'ils vont te payer? C'est pas parce que ton logo est de telle teinte de bleu et qu'il y a les coins arrondis, je sais pas quoi. Je caricature, hein. Mais pour moi, enfin, c'est vraiment cette notion de Pareto. Pour moi, ça fait partie du 99% qui apporte moins de 1% du résultat. C'est du Pareto extrême, extrême, extrême inverse. Enfin, tu vois, je connais des entrepreneurs du web qui gagnent plus de 100 000 dollars par mois net en vendant leurs offres sur Google Docs. Tu vois. Donc, je pense que ça marche même mieux qu'ils soient sur Google Docs plutôt que sur un site sophistiqué avec des stocks images, des trucs, parce que ça distrait les gens, ça fait un peu PNJ, tu vois. Alors que là, il y a de l'âme, c'est focus sur l'offre, sur qu'est-ce que je peux t'apporter. Après, c'est un marché spécifique, évidemment. Ça va dépendre du secteur, mais ouais, je pense que ce truc de dire ça vaut le coup de mettre 100K pour une charte graphique, ça s'applique à certaines niches, mais certains cas, à certains niveaux aussi, mais ça concerne peut-être moins d'1% du marché, je pense. Dis-moi, Emilio, depuis que tu es revenu, toi, à du contenu, on va dire brut, ou Ouais. vraiment, tu vois, focus sur le message, est-ce que tu as vu une perte de conversion ou au contraire une amélioration ou rien n'a bougé? Enfin, quel est ton retour d'expérience là-dessus? Parce que ça, c'est hyper important. Ça veut dire que, tu vois, si tu as perdu la moitié de tes clients, ça veut dire que potentiellement on a tort. Et en fait, si ça n'a pas bougé, bah, quelque part, c'est un gain. Autant pas se faire chier, quoi. Tu vois, d'un point de vue purement rationnel, tu vois. Mais si tu veux, dans le business que je fais, ce qui compte, c'est, je parle pour la création de contenu, hein. Ce qui Ouais, compte, ouais. c'est la pertinence des idées. C'est pas la manière dont je la communique, donc la forme, c'est secondaire. Le fond prime sur la forme. Et pour te dire, là, hier, j'ai fait une vidéo, je l'ai volontairement tournée en qualité 720p. J'aurais pu la faire en 4K, mais j'ai volontairement mis les réglages en 720p parce que j'avais pas envie de m'encombrer d'un fichier vidéo qui fait 4 gigas, ça aurait fait un temps d'export plus long, enfin, tu vois. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu penses que parce que ma vidéo va être en 4K au lieu de 720p, je vais gagner plus d'argent? Mais en termes de vues, en termes d'engagement sur la vidéo, c'était quoi les chiffres? Hey, mais pareil, parce que la vidéo, c'est juste moi sur le canapé qui parle. Ok, ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je t'en fous. Tu m'écoutes parler. Tu regardes parce que tu aimes bien ce que je fais, ou tu me suis depuis un moment, tu es attaché à ma personnalité, ou le sujet t'intéresse, ou voilà. Mais bah, tu vois ce que je veux dire? C'est le Mais fond avant la forme. toi, pour le coup, tu es sur Internet depuis longtemps, les personnes, ils te connaissent. Est-ce qu'une personne qui commence aujourd'hui, qui arrive et qui se filme en 720p, qualité dégueulasse, devant la caméra, euh, mais qui partage des idées intéressantes, est-ce qu'il aurait toutes les chances de cartonner aujourd'hui? Alors, 100%. il y a des grosses exceptions, comme on a vu le mec ultra balèze là, aux États-Unis qui faisait aucun cut. Tom Spolek, ouais. Ouais. Est-ce que c'est une anomalie ou est-ce que non, véritablement, c'est que les idées qui comptent et une personne qui juste parle, point final, ça peut marcher aujourd'hui? Ok. En 2020, on a tous vu TikTok qui a commencé à exploser. Qu'est-ce que c'est TikTok? C'est des vidéos dégueulasses faites à la caméra frontale par des gens normaux qui juste sont eux-mêmes. Et ça fait des centaines de millions de vues parfois. Alexandre est un bon exemple. Il a fait des Ouais. centaines de vidéos vraiment dégueulasses, qualité immonde, sujet bof aussi, certaines fois, avec Non, des mais millions de vues, hein. honnêtement, je n'ai jamais fait autant de vues. Dès qu'on a essayé de se professionnaliser, alors peut-être qu'il y a eu une question de timing, clairement, peut-être qu'il y a une question de mauvais building d'audience, peut-être que, enfin, il y a potentiellement plein d'autres choses. Mais ce dont je peux attester, c'est que quand on est passé de vidéos filmées comme ça, raw, avec un sujet à la con, mais qui pour une raison X ou Y était facile à consommer et intéresser les gens, sur le coup, on va dire, je n'ai jamais eu d'aussi bons résultats. Là, je parle de résultats purement mathématiques. Moi, je faisais partie de la catégorie tout à l'heure, j'y gagnais rien à part quelques sponsors de temps à autre. Mais j'ai fait littéralement des millions de vues au point qu'il y a des gens qui me, entre guillemets, qui me parlaient dans la rue, tu vois, en mode, ah, je t'ai vu sur TikTok et tout.
Et quand on a essayé de faire du contenu de meilleure qualité, où je me suis dit, OK, je vais prendre cette audience et maintenant je vais leur offrir un contenu de meilleure qualité, je vais mieux filmer, je vais mettre des sous-titres. Tu sais, à une époque, c'était la grosse mode, sous-titres en couleur. Quand tu parles, le sous-titre, il suit ta voix, machin. Et je me faisais chier, j'y passais 4 fois plus de temps. Les résultats, on drop instant. En fait, aujourd'hui, tout le monde se fait la guerre sur la qualité de production, sur la forme. C'est celui qui aura le meilleur studio avec des éclairages, des trucs. Les gens pensent que c'est ça, le personal branding. Et ça, avec des miniatures, avec de l'IA, des effets, on dirait des affiches de cinéma, limite. Et en fait, quand toi, t'arrives avec du 720p dégueulasse, la miniature de ta vidéo, c'est juste ta gueule avec une grimace, eh ben, ça fait bugger les gens. Ils s'arrêtent sur toi. Et tiens, lui, il est pas pareil. Lui, il est différent. Tu sais, ils sont tous là à gigoter comme des singes, à faire des têtes bizarres avec des effets fluo. Et toi, tu as juste un truc, une bête capture d'écran de ta tête, et ça sort du lot tout d'un coup. Parce que tu es le seul qui ose faire dans la simplicité radicale. Et ça cartonne, mais ouais. Ouais, moi, je suis convaincu à 2000% de ça. Et c'est pour ça que c'est ce que je fais aujourd'hui. Minimalisme entrepreneurial, pour moi, c'est le moins de prise de tête possible. Et en plus, ça marche mieux. Tu vois. Donc, ça m'étonne pas du tout, ton expérience, que ça marche mieux. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu commences à mettre tes sous-titres et augmenter la qualité, utiliser une bonne caméra, ça veut dire que tu changes de jeu. Tu rentres dans le jeu de tout le monde. Ah, regardez, je fais des efforts pour vous, l'audience. Alors que quand tu te filmes avec une caméra dégueulasse, ça renvoie un message implicite. C'est que je n'ai pas besoin de votre attention. Je ne vais pas me plier en quatre à faire des efforts pour que vous m'écoutiez. Parce que je sais que ce que je dis, c'est intéressant. Donc, soit vous m'écoutez, soit vous ne m'écoutez pas, c'est votre problème. Mais ça, c'est de la psychologie humaine de base. C'est comme en séduction. Tu vois, si tu es, comme ils disent, needy en anglais, je ne sais pas comment dire en français, si tu demandes l'attention de la personne, que tu es là, vas-y, s'il te plaît, écoute-moi, c'est repoussant. Alors que si tu montres que tu t'en fous et que tu n'as pas besoin de l'approbation extérieure, là, tout d'un coup, c'est attirant. Et c'est la même chose sur les réseaux. Non, mais t'as raison. Et en plus, comme à ce jeu-là, c'est très difficile d'être le meilleur, tu te retrouves à jouer dans un jeu où tu seras, pour le coup, dans les 30% les moins bons. Parce que même si tu fais des bons sous-titres et tout ça, tu ne seras pas en compétition avec des mecs qui ont des caméras RAID, genre Mister Beast ou je sais pas quoi, avec des équipes de 40 mecs qui sont là pour doubler dans toutes les langues, le faire propre. Enfin, et donc, tu es trop loin. Je suis assez d'accord avec toi de ton analyse qui est de dire si tu n'es pas capable d'être le meilleur dans un jeu, change les règles du jeu, quoi. Complètement. Je vous propose d'avancer. Là, sur nous, un tout nouveau chapitre. Est-ce que, Emilio, tu vois, toi, des sujets de création de contenu, des formats, ou même des idées de business pour les créateurs, en termes que ce soit Tiny Pages ou d'autres, que tu pourrais partager à notre audience? Alors, pas de shiny object, hein, mais pour moi, c'est les fondamentaux. En fait, pourquoi tu réinventerais la roue? Fais ce qui marche déjà. Il y a des besoins humains qui existaient il y a 1000 ans, qui existent aujourd'hui, qui existeront tant que l'humanité existera. Être apprécié par ses pairs, avoir confiance en soi, être en bonne santé, la perte de poids, ces choses-là, l'argent, le statut social. Donc, c'est plutôt, faut commencer par là. Qu'est-ce que les gens veulent fondamentalement? Tu sais, vraiment prendre la pyramide de Maslow, se dire quels besoins je peux combler. Et regarder ce qui se fait déjà. Tu vois, par exemple, une niche qui marche très bien, la musculation. Bah, il vaut mieux se lancer dans la muscu que d'essayer d'un truc bizarre qui n'a jamais été fait. Si ça n'a pas été fait, c'est qu'a priori, ça s'intéresse pas, quoi. Ou alors ça a floppé et c'est planqué dans les tréfonds de l'algorithme. Mais il vaut mieux se lancer dans un marché qui fonctionne déjà, qui a déjà du potentiel, de l'attraction, qui est sur une bonne tendance, avec un angle original, plutôt qu'essayer de trouver une nouvelle niche qui a jamais été explorée. Ou alors, tu as une autre option, c'est de toi-même être la propre niche, d'utiliser ce que j'appelle la méthode du synthétiseur de connaissances. C'est le positionnement où tu dis, j'ai pas de thématique fixe, je m'enferme pas dans une niche, mais par contre, je vais, moi, explorer ma curiosité et partager ce que j'apprends en chemin. Et en fait, les gens vont s'attacher plutôt à toi. C'est cette idée de protagoniste. C'est tu partages avec authenticité ce que tu apprends, tu es intéressé et donc il y a de l'énergie. Les gens ressentent cette énergie quand toi-même tu es très intéressé par ce que tu dis. Et tu vas attirer une audience non pas autour d'une thématique, mais autour, disons, d'un profil psychologique. Tu vas attirer des gens qui te ressemblent, qui sont comme toi, qui vibrent avec ta fréquence vibratoire, tu vois. Donc ça, c'est une option aussi qui existe et qui est, je pense, sous-exploitée.
Donc voilà, je dirais soit attaquer un marché qui existe déjà avec un angle nouveau, ou peu importe, ça peut être un format différent, ça peut être dans un style, je sais pas, en montrant ta personnalité, des avantages, choses comme ça, ou alors explorer ta curiosité, synthétiseur de connaissances, mais là il faut être ultra authentique. Et aussi une grosse erreur, je dirais, c'est de vouloir suivre les tendances, à vouloir copier ce qui existe déjà, devenir un énième clone. Ça, c'est très facile de tomber dans ce piège-là. De copier le coach qui copie Alex Hormozy, tout le monde se ressemble. En général, tu as un leader, par exemple, business en ligne, Alex Hormozy, et tout le monde copie Alex Hormozy, et tu as même des gens qui copient Alex Hormozy sans savoir qu'ils copient Alex Hormozy. Parce que tu sais, c'est l'algorithme qui leur balance toutes les mêmes idées, ils baignent dans ce flux algorithmique, et ils sont conditionnés par ça. Moi, je vois l'esprit humain comme un fleuve de pensée, et la qualité de ce fleuve dépend de l'input, donc l'information que tu consommes au quotidien. C'est comme la malbouffe mentale. Quand tu bouffes du McDonald's de tous les jours, tu vas être en mauvaise santé. Alors que si tu te nourris de bonne nourriture, tu vas être en bonne santé. Mais c'est pareil pour ton esprit. Il faut nourrir sainement son esprit. Si tu nourris ton esprit en scrollant en TikTok ou les algorithmes, tu vas consommer ce que tout le monde consomme. Donc tu vas être un clone, tu vas être formaté, malgré toi, sans te rendre compte. Alors que si tu vas te former à la source, tu vas aller lire des livres un peu oubliés, des choses qui ne sont pas la hype du moment. Mais là, tu vas d'un coup te conditionner toi-même, ton subconscient, pour avoir un point de vue original. Et pour finalement trouver beaucoup plus facilement une audience parce que tu seras unique et remarquable. Parce qu'il n'y aura que toi qui parlera de ces sujets-là, de cette manière-là, parce que tu vas chercher l'info. De toute façon, on va tous chercher l'info quelque part. Personne n'est purement original. Enfin, un livre, ça sort pas de nulle part. Ça a été fait à partir d'autres livres que d'autres ont écrits avant, que l'auteur a lu, et il a baigné son esprit là-dedans. C'est de l'itération. Et ouais, ça c'est un gros cheat code. C'est un gros cheat code de se former là où personne ne va se former, au lieu de, tu vas scroller Instagram comme tout le monde et baigner dans les mêmes conseils et finalement devenir un clone. Tu ne peux que devenir un clone. Moi, je suis très peu sur les réseaux pour cette raison-là. Je suis un peu devenu allergique à ça au fil des années. Des fois, j'ai l'impression de rater des trucs, mais après, je me rappelle que au moins, ça me permet de garder un esprit indépendant de la pensée unique, du formatage algorithmique. Ok, ouais, hyper intéressant. Ça répondait pas directement à la stimulation intellectuelle du type, ok, balance-nous une idée de business, Emilio, Ah on a non, envie de se nourrir. désolé. Mais au moins, tu es revenu aux fondamentaux, ce qui est top. Et du coup, la prochaine question, c'est, ok, je suis créateur de contenu, j'ai attaqué une industrie qui est déjà énorme, que ce soit le make money, que ce soit les relations, que ce soit la santé. Et maintenant, il va falloir que j'en vive. Donc, toi, tu as choisi tout ce qui était l'infoproduit. Alors, au début, c'était l'AdSense, tu nous as dit. Après, l'infoproduit. Pourquoi est-ce que tu n'as jamais, et peut-être que tu l'as fait d'ailleurs, mais pourquoi est-ce que tu n'as jamais fait la sponsorisation? C'est une bonne question. La réponse est simple parce que j'avais pas envie de me faire chier, tout simplement. J'ai jamais fait de sponsor, donc j'ai toujours vu une grosse friction à le faire et surtout pour prendre un billet une fois, admettons, on va me proposer une sponsor à 3000 balles. Bah, si je gagne déjà 20 000 euros par mois, je suis pas très motivé, tu vois. Pour, tu vois, comprendre comment ça marche, me synchro, voir si le produit c'est vraiment un bon produit, si je veux pas promouvoir de la merde à mon audience. Trop de friction, trop de prise de tête, donc j'y suis jamais allé. J'aurais pu, mais aussi il y a ce côté où je voyais ça comme du one shot et moi ça m'intéresse pas. Je veux pas faire un coup pour le court terme, je veux vraiment voir long terme. Alors après, tu peux établir des relations avec des marques, etc. pour faire des placements de produits récurrents, mais ouais, ça m'a jamais vraiment attiré. Moi, je voyais plutôt ça comme un truc de YouTuber mainstream. Enfin, moi, j'étais pépère avec mes ventes de formation. Je suis là, bon, je vends mes propres produits. À quoi bon aller vendre des VPN ou des jeux vidéo, quoi. Surtout, j'aurais jamais vendu ça de toute façon. Mais je reçois souvent des propositions de partenariat, mais je réponds jamais parce que c'est pas mon modèle. Pour toi, le meilleur modèle, ou du moins le modèle que tu conseilles pour un créateur, c'est la vente de ses propres produits digitaux? Bah, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Je ne peux pas te dire oui, non, ça va dépendre du cas de chacun, de ce que tu as envie de faire. Il n'y a pas de bonne réponse, ça peut être même de l'affiliation. Moi, j'en ai fait un petit peu de l'affiliation, c'est super. Dans certains cas, l'affiliation, ça peut être top. Moi, j'ai fait de l'affiliation pour un pote qui a une formation sur la bourse.
Ça s'est super bien passé et voilà. Mais il y a quoi, disons, comme monétisation? Tu peux vendre des formations, tu peux faire du coaching, tu peux faire, comme vous, un mastermind ou un groupe, quelque chose comme ça, un produit abonnement, une communauté. Tu peux faire de l'affiliation, vendre les produits des autres. Tu peux, si tu veux faire des vues comme un gros bourrin. Moi, je dis, les vues, c'est pas efficient, c'est pas rentable, mais dans certains cas, si dans une niche qui fait beaucoup de vues, relations hommes-femmes ou des trucs très mainstream, ça peut être intéressant. Tu vois, ça peut être intéressant. Si tu fais de l'humour ou je sais pas. Il n'y a pas pour moi, il y a des sources de revenus qui sont plus efficientes que d'autres. Après, tout dépend de ton projet, de ce que toi tu veux faire. Ouais, pas de réponse définitive. Il faut voir au cas par cas. Je sais que c'est pas la réponse qu'on attend, mais je- Non, mais c'est hyper intéressant. En fait, je te posais cette question parce que on assiste notamment aux États-Unis, petit à petit en France, et encore, on ne le voit pas trop, à une sorte de start-upisation de certains créateurs où en fait, ils vont développer une audience autour d'eux. Et puis après, va y avoir, ça commence généralement avec de la sponsorisation. Et puis après, va y avoir des produits physiques. Pourquoi pas, va y avoir une formation. Pourquoi pas, va y avoir une application mobile. Pourquoi pas, va y avoir un autre type de média, etc., etc. Et donc, finalement, des créateurs qui de base généraient quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'euros par mois, arrivent à être valorisés plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions parce qu'ils ont créé un écosystème complet autour d'eux. C'est intéressant, tu as pris plus le choix du côté minimalisme. On va créer ses propres produits, on va se nicher parce que généralement, ces créateurs sont assez mass market. Hein. Ils vont essayer de parler à full femmes, que des hommes. On va parler de la santé. Bref, ça va être des marchés assez larges. Toi, de ce que je comprends, tu n'as pas forcément voulu aller dans cette direction. Tu es plus allé dans la direction de l'infoprenariat. Et c'est aussi le pari que tu fais avec Tiny Pages. Et d'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, et j'aimerais bien qu'on développe aussi un peu, c'est tout le côté extraction de valeur que les créateurs n'arrivent pas à faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont beaucoup d'abonnés, mais ils n'arrivent pas du tout à extraire la valeur de ces abonnés-là, que ce soit au travers de formations ou sur d'autres choses. Alors que là, je me rends compte avec la sponsorisation, il y a énormément d'argent à se faire. Toi, tu t'en es rendu compte avec l'infoproduit, il y a beaucoup d'argent à se faire. Et donc, je pense que ça va être l'un des gros problèmes à régler, surtout si on voit la croissance du marché de la créateur économie des prochaines années. Je pense que ça va être un énorme problème qu'il va falloir régler. Et du coup, avec Tiny Pages, c'est un peu ce que tu fais. Est-ce que tu peux peut-être développer un peu ce point-là? Ouais. Tu sais, on entend souvent, on a tous déjà entendu cette phrase à la con, l'attention est la nouvelle monnaie. C'est n'importe quoi. Tu achètes pas ta baguette de pain avec de l'attention. Tu vas pas faire une story Instagram, ouais, file-moi la baguette gratuite. C'est pas, Ah, si. disons, en fait, Pour le coup, il y en a de ça. Hein. ok, je l'entends dans certains cas, mais je vois plutôt l'attention comme du pétrole brut. Il faut passer par un processus de raffinage. Si tu as juste de l'attention, moi j'en connais combien des youtubeurs qui ont plus de 100 000 abonnés et qui gagnent un SMIC à peine, ou qui ont un job à côté, parce qu'ils ont ce pétrole brut entre les mains, mais ils n'ont pas le process de raffinage pour pouvoir l'exploiter, parce que le pétrole brut, ça sert à rien. Donc, si tu ne sais pas raffiner ton propre pétrole, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vendre ton pétrole brut à d'autres qui vont te l'acheter, qui vont, eux, le raffiner et se faire des multiples dessus. C'est-à-dire la publicité, AdSense, c'est potentiellement les placements de produits. C'est pour ça que ce n'est pas si efficient que ça, les placements de produits. Bon, ça peut être très bien. Mais je pense que quand tu es un créateur avec une mentalité d'entrepreneur, tu vas naturellement aller créer tes propres produits. Et infoproduit, pour moi, c'est vraiment bien pour commencer, mais moi, je me vois pas faire de l'infoproduit toute ma vie. Ou alors peut-être si voilà, à côté pour le fun. Mais pour moi, le SaaS, par exemple, c'est un niveau d'ambition au-dessus. Là, il y a un potentiel de faire x10, peut-être x100, x1000, qui sait. Je suis plus limité à ma propre personne. Je peux créer quelque chose de plus gros que moi. Et effectivement, quand tu tiens de l'attention, quand tu as cette compétence, savoir garder l'attention, en fait, tu peux la convertir dans ce que tu veux. Tu peux la vendre à d'autres en faisant des sponsors, tu peux l'utiliser pour toi, pour tes produits. Enfin, c'est un cheat code. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, n'importe qui a un intérêt, n'importe quel entrepreneur a un intérêt à raconter sa vie en ligne, faire des petits contenus, des trucs, même si c'est juste un réseau de gens qui connaissent IRL, ça n'a pas d'importance. Ça peut que te bénéficier. Parce qu'après, alors, il y a le côté vendre des produits, des services, mais après, il y a aussi le côté réseau, où tu peux trouver des partenaires. Je sais pas comment tous les deux vous êtes rencontrés, mais peut-être sur Internet, j'imagine.
Ou alors vous vous connaissiez avant? Comment? Ah non, on s'est rencontrés en école de commerce, mais Autant t'as pour raison. moi. C'est pas le T'es meilleur tombé sur exemple le alors. mauvais cas avec combien de gens on a rencontrés sur Internet. Enfin, là-dessus, t'as totalement raison. Oui. Là, c'est Ouais. l'exemple qui marche pas. Bon, j'ai un meilleur exemple. Mon associé Jérôme, avec qui je travaille sur Tiny Pages, j'ai mis un bête message sur mon canal Telegram où j'ai 10 000 abonnés qui me suivent à peu près. Et voilà, il m'a envoyé un mail et bam, association. Et ça se passe super bien. Ouais. Et ça, c'est la puissance du réseau, la puissance de. T'es suivi par des gens et ils te voient passer, même si c'est pas des gens qui achèteront tes trucs, mais ça peut toujours créer quelque chose. C'est le nouveau paradigme, encore une fois, la société en réseau. Et là où tu as raison, je reviens sur le début de ta phrase, c'est il y avait une stat qui est parue, je crois que c'était la semaine dernière, ou il n'y a pas très longtemps en tout cas, qui disait que je crois que 80% des créateurs de contenu qui se disent créateurs professionnels gagnent moins que le SMIC. Ouais. Bah, ça, c'est la T'as longue un truc traîne, hein. dans le là. Ouais. C'est comme partout, hein. Tu as la minorité qui rafle tout et puis tu as la majorité qui partage les miettes, hein. Mais après, à voir qui sont ces créateurs, est-ce qu'ils sont très investis, est-ce que c'est un petit side hustle à côté d'un job, tu vois, faut Non, mais c'est contextualiser tout clair. ça. Il faudrait faire des stats plus précises, mais ça prouve quand Ouais. même que si tu veux, quand tu écoutes les créateurs de contenu en ligne, tout le monde a des chiffres incroyables. Ouais. Il n'y a pas un mec qui vient en disant ouais, moi, c'est cool, je complète. Mais tu vois, ça pourrait être. Il y en a certains qui le font, j'exagère, mais tu en as très peu qui disent bah voilà, moi, je gagne 1 000 euros par mois avec Ouais. ma création de contenu et ça complète mon salaire. Mais Ouais. en fait, c'est peut-être un truc qui marcherait vachement bien auprès de beaucoup de gens qui n'ont pas envie, justement, qui ont juste envie d'un complément. Et tu vois, ce serait un narratif totalement acceptable. Et en fait, il y en a très peu qui font ça. Mm. La plupart, ils préfèrent te dire qu'ils gagnent 75 000 euros par jour. Tu vois. Vas-y, Lucas. Pour compléter la stat, parmi ce pourcentage, il y a 70% qui bossent sur leur création de contenu moins de 10 heures par semaine. Ok. Donc, ceci explique cela aussi. Et peut-être aussi qu'ils le font de manière totalement volontaire. C'est-à-dire qu'ils se disent, bah, moi, je veux consacrer 10 heures par semaine parce que je veux gagner pas plus qu'un SMIC. C'est juste un complément et puis voilà, basta. Oui, Je prends quand clairement. même ces stats avec beaucoup de pincettes parce que Luc t'a dit au début du podcast qu'il y a 200 millions de créateurs de contenu, c'est ce que tu as dit? Ça, 207 millions de créateurs de contenu dans le Ok, monde. mais moi la question que j'ai, c'est comment tu définis créateur de contenu? C'est quoi un créateur de contenu? Parce que tu sais, t'as Naval Ravikant, lui, il dit à la fin, tout le monde sera créateur de contenu. En réalité, tu sais, ta tante qui poste un reel sur son Instagram privé, elle est déjà créatrice, en théorie. Quelqu'un qui commente sur Twitter, il est créateur, il a créé un truc, tu vois. Tout le monde est en fait Ouais. créateur déjà. Donc comment tu définis? Pour moi, c'est impossible à définir. Je ne vois pas d'où À, peut sortir cette stat. à une époque, en fait, si tu veux, tu avais une stat qui était sortie qui répond en partie à la question, mais là, on parle de pré-Covid. Donc, je pense que la stat n'est plus bonne. Mais à une époque, c'était Facebook qui a sorti la stat et qui disait que moins de 5% des gens sur la plateforme postent du contenu, qu'il soit professionnel, non professionnel, peu importe. Hein, juste, ne serait-ce que de Ok. poster un message. Il y avait moins de 5% des utilisateurs du réseau qui avaient posté un message en public. Ok. Et ça, c'était pré-Covid. Et ça, c'était, je pense, entre 2017 et 2018. Ouais. Et j'ai une stat. J'ai pas beaucoup de stats, mais là j'en ai une, je suis fier. Ouais. Après, j'ai plus l'année ou quoi que ce soit, mais après Covid, sur TikTok, quand TikTok a commencé à exploser, là je crois que c'était de l'ordre de 80% des utilisateurs qui ont posté un truc sur TikTok. À vérifier, mais il me semble que c'est ça. Ouais. Ça paraît délirant. Hein. En fait, c'est 80%. le concept même de TikTok, c'est ça. Ouais. C'est l'utilisateur qui poste. L'utilisateur est créateur. Et je pense que Exactement. il y a un changement de paradigme à ce moment-là. Avec les stories, par exemple, les stories sur Instagram, la stat de 5%, elle peut plus tenir. Eh oui, ben oui, c'est évident. Tu Tout le montres monde ce que poste tu as des stories. bouffé, ta part de gâteau, ton brownie de l'après-midi, là, au goûter. Non. C'est bon, tu es créateur de contenu, tu es inclus dans la stat. Ah ouais. Non, Alors je qu'en pense 2000. pas. Je pense pas. Là, lorsqu'on parle de créateur de contenu, c'est déjà comment. C'est à chaque fois les personnes qui s'identifient comme créateurs de contenu. C'est pas les plateformes qui disent ah bah ce mec il a publié une photo d'un chat sur son compte privé avec 3 amis et donc on considère qu'il est créateur. Donc là c'est de un c'est le travail de ok la personne s'identifie en tant que créateur. Et puis de deux, je pense que ça élimine immédiatement de fait toutes les personnes qui sont en compte privé, qui partagent des stories, ce genre de choses. C'est à mon avis les personnes qui sont en compte public et qui partagent dans une optique de toucher plus de personnes pour avoir des abonnés. Une optique peut-être d'augmentation du nombre d'abonnés.
Et là, tu dis 200 millions de personnes, ça me semble gigantesque. Ça me semble gigantesque aussi. Mais j'ai deux sources. La première source, c'est Exploding Topics. Ils ont fait un énorme benchmark sur ça. Et la seconde source, c'est Demand Sage, qui est aussi une boîte de data. Ouais. Et qui, eux, ont fait les statistiques en mars, le 22 mars 2025. Et je peux même, donc c'est toute fraîche. Ok. je peux même vous donner l'évolution d'ailleurs. Ah, si tu as les chiffres sur 2016-2017 pour voir si ce que je disais était plus ou moins vrai, ce serait méga intéressant. Si tu as l'évolution. Alors, le temps que je trouve, je vous invite à combler le trou. Je suis en train de Je chercher. dirais un truc, c'est que en fait, je suis pas si attaché aux stats que ça, parce que je pars du principe que c'est quand même très difficile d'avoir des chiffres là-dessus, quoi. C'est plus Ouais. quand tu crées du contenu, tu es sur les réseaux, tu vois ce qui se passe, et tu sens l'énergie, et surtout quand tu es là depuis longtemps, tu vois la tendance, tu la sens la tendance, tu n'as pas besoin de chiffres dessus pour comprendre que Ouais. la société est en train de passer sur Internet, quoi. Les gens interagissent sur Internet de plus en plus, mais les gens trouvent l'amour sur Internet, les gens font tout sur Internet, c'est Internet, Internet, Internet. Tout ce qui était avant se faisait dans la vraie vie, maintenant ça se fait sur Internet. Donc ça, c'est la tendance, quoi. Mais tu vois, au-delà de on arrive tous sur Internet, et ça, c'est un fait, mais ça va plus loin que ça. On arrive à une époque où la valeur, le temps, pas le temps d'attention, mais le temps de création se déplace aussi vers Internet. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, ça arrive un peu en même temps que la montée de l'IA. Et si on voulait se projeter un peu, l'IA arrive, remplace potentiellement des jobs, et au même moment, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à créer du contenu sur Internet, peut-être potentiellement 1 milliard en 2030, et qui commencent à en vivre. C'est quand même assez intéressant. Et j'avais vu un mème qui m'avait fait rire sur Twitter, où une personne se posait la question en disant mais finalement, à quoi va ressembler notre métier demain? Et on voyait un mème d'un clown avec écrit on va tous divertir la foule. Ça va être quoi nos métiers? On va divertir la foule. Et on n'a peut-être pas vers ça, mais c'est assez intéressant de voir quand même ce mouvement-là. L'IA qui arrive et le nombre de créateurs aussi qui explose pour faire exploser le divertissement. S'il y a une réalisation du narratif où l'IA prend notre job et la seule solution c'est revenu universel à base de CBDC et les gens se retrouvent oisifs toute la journée, bah ouais, ils vont à fond, ça va exploser, hein. Ils vont tous faire des vidéos partout, ils n'ont rien d'autre à faire, quoi, tu vois. Mais je pense que ça coïncide aussi avec ça, hein. Ouais. Écoute, question de fin qu'on aime bien poser. À ton avis, dans la sphère de la creator economy de manière large, hein, que ce soit plateforme, idée, créateur, niche, c'est quoi the next big shit dans cette industrie-là? The next big shit, c'est-à-dire le prochain, Gros truc. c'est le minimalisme, sans hésiter. C'est les vidéos en 720p que tu fais avec un fond dégueulasse à l'arrache ou juste t'es toi-même et tu racontes des trucs et voilà, et avec une bonne énergie, de manière authentique et les gens kiffent ça, les gens kiffent de plus en plus parce que tout est tellement lissé de partout. En plus, avec l'IA va dans le sens de lisser encore plus les choses. C'est maintenant, t'as ton propre avatar IA que tu mets sur tes miniatures, des trucs, c'est tout lisse, tout. Non, non, on veut du brut, on veut du sale, on veut du dégueulasse. Et ça, les gens peuvent s'identifier à ça. Je dis ça avec beaucoup de manière non pas péjorative, mais on veut du vrai. En fait, les gens veulent du vrai. Et le vrai, tu l'as pas avec des effets dignes du cinéma hollywoodien dans tes vidéos. Tu l'as en te posant avec ta caméra, t'allumes, tu parles. Voilà. Et tu racontes des trucs intéressants, évidemment. Le fond avant la forme. Hyper intéressant. Ouais, et je te rejoins pas mal dessus. Ouais, tu prêches de convaincu là, je pense. Ok. Ah oui, c'est marrant parce que j'ai lancé un peu ce concept-là publiquement il y a, je dirais, 2 semaines à peu près, où j'en ai commencé à en parler, je fais des newsletters là-dessus. Et ça résonne, hein. Je reçois beaucoup de retours de gens qui disent ouah, c'est exactement ça, t'as mis des mots sur ce que je veux faire. Les gens kiffent cette idée de simplicité, d'arrêter de se prendre la tête et juste d'être vrai, parce que les gens sont fatigués de porter des masques tout le temps.
Et oser être soi-même, être vrai, se montrer comme ça, c'est libérateur. Ça te déleste de beaucoup de charge mentale et en plus de ça, ça fonctionne mieux. Donc pour moi, c'est Mais ça, next big shit. est-ce que c'est pas un cycle aussi? C'est-à-dire que on a commencé avec des vidéos qui étaient en 720p, tout le monde a fait ça, donc on a dû se moderniser, complexifier, mettre du montage complexe, tout le monde a commencé à faire ça, donc on a refait des vidéos en 720p parce qu'il fallait se différencier. Donc finalement, parce que là tu prêches quelque chose que j'adore, mais si j'adore ça, c'est parce que c'est simple entre guillemets. Il suffit d'avoir des bonnes idées, je mets des grosses guillemets bien sûr, il suffit d'avoir des bonnes idées, il suffit de savoir exprimer ses idées, et finalement c'est la méthode facile. Est-ce que finalement, ça ouvre pas une porte immense avec d'un coup énormément de concurrents, puisque les barrières à l'entrée pour lancer ce type de vidéo paraît très simple, quoi. Bonne question. Je pense que tout le monde peut se faire sa place. En fait, si tu racontes des banalités, c'est pas parce que ta vidéo va être en 4K ou 720p, ça va foirer dans les deux cas, tu vois. Encore une fois, c'est le fond qui compte. Et je dirais les compétences à travailler. C'est pas tant faire du contenu impressionnant, éblouissant. Non, c'est plutôt le storytelling, c'est plutôt la persuasion, c'est plutôt te donner une mission à toi qui soit singulière, qui soit unique et documenter le parcours. C'est plus ça. C'est en fait, tu regardes Netflix aujourd'hui, tu ouvres Netflix, tu vois plein de séries, de trucs, de machins. Tu as énormément de choix. L'idée, c'est de te transformer en protagoniste de série, mais être la série que les gens vont vouloir choisir. Parce que ils sont attachés, parce que aussi, tu te tiens des gens comme toi, comme je disais tout à l'heure. Et donc, quand tu fais les choses dans ton style à toi, c'est pas grave de pas parler à tout le monde, parce que tu vas, grâce à la magie des algorithmes, attirer des gens qui sont dans ton délire. Et c'est ça qui est le plus génial, je trouve, avec Internet, c'est que tu attires des gens comme toi, des gens qui, même si autour de toi, dans ton village, peu importe où tu habites, personne ne te comprend, tu passes pour un énergumène, bah, sur Internet, tu vas trouver des gens aussi bizarres que toi. Et pour ça, la condition, évidemment, c'est de se montrer tel que tu es. Parce que si tu te lisses, si tu mets un filtre, un masque, les gens verront pas qui tu es. Très clair. Très, Très très Voilà. clair. clair. Écoute, Emilio, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit Tiny Pages ou toi, si on a envie de te suivre? Bah, pour ceux qui voudraient tester Tiny Pages, tinypages.co. Et sinon, écoutez, emilio.tinypages.co, mettez votre mail et c'est là que je bombarde avec tous mes délires de minimalisme entrepreneurial. Voilà. Tu préfères, bah, je vais mettre le lien de Tiny Pages quoi qu'il arrive, mais tu préfères que je mette le lien YouTube, Instagram, Telegram. Ouais, tu peux mettre mon YouTube. Ok, ça marche. Emilio, merci. Merci Merci à beaucoup. vous pour l'invitation. C'était un grand plaisir et à une prochaine. À plus.